Donc, merci beaucoup. On est ravis d'avoir pu vous projeter ce documentaire qui est donc construit à partir de notre article, vous l'avez compris. Et donc, ce qu'on a voulu, alors bien sûr, on a très envie d'échanger, d'avoir vos retours sur le fond et sur la forme. Mais on avait aussi envie d'avoir, après ce documentaire, des interventions, des réactions de personnalités qui sont dans des univers pas tout à fait les mêmes, mais qui sont des personnes de terrain. Et donc, on a sollicité différentes personnalités auxquelles on va demander de venir nous rejoindre. Donc, pour cette table ronde, nous allons avoir le plaisir d'accueillir donc Isabelle Elliot. Vous êtes déjà intervenue à plusieurs reprises au cours de cette journée. Vous êtes directrice diversité, inclusion et engagement pour le groupe Veolia. Laurent Mailleux, vous êtes secrétaire général de la CFDT Cadre. Voilà, donc on a quelqu'un du monde de l'entreprise privée, quelqu'un du monde des syndicats. Donc, je disais Isabelle Régnier, qui est vice-présidente égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations à Aix-Marseille Université. Maya Agege, déléguée générale de l'Association française des managers de la diversité depuis 2016, je crois. Oui. Et elle a accepté de remplacer au pied levé Marion Ouvrard, qui est chargée d'études à l'AFMD, mais qui n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui. Donc merci d'être venue presque en catastrophe nous rejoindre. Donc je voulais souligner l'absence et les regrets de ne pas pouvoir être là de Sophie Pochic, qui s'excuse donc de ne pas être avec nous comme c'était prévu initialement. Elle vient d'être nommée au Haut Conseil de l'égalité, dont la réunion d'installation en présence de la ministre se fait à l'instant même quelque part dans Paris. Donc là, évidemment, il n'y avait pas photo pour nous. Alors ces trois thèmes, ils vont rythmer notre table ronde. Alors c'est celui très globalement des paradigmes discrimination ou diversité, celui des modes de gestion des carrières qui restent pensés au masculin, et puis celui du sexisme et des résistances. Alors résistance à la fois masculine mais aussi féminine, on l'a vu, aux politiques d'égalité. Donc on va bien sûr explorer ensemble ces trois thèmes. Mais dans vos réactions, dans vos retours, surtout n'hésitez pas à réagir par rapport au documentaire pour nous dire ce qui a pu, d'une part, résonner avec ce que vous connaissez sur le terrain, et puis d'autre part, ce qui a pu, au contraire, vous étonner, vous surprendre. Donc on est vraiment très, très intéressés par ça. Et puis plus globalement, dans nos interventions, dans nos questions, on va probablement interpeller une personne ou une autre. Mais l'objectif, c'est une table ronde, donc c'est que la parole circule et que donc vous puissiez nous dire, moi là-dessus aussi, j'aimerais bien réagir. Et bien sûr, il y aura aussi un temps d'échange avec tout le monde. On est aussi très désireuse de vous entendre. Donc sur le premier thème, sur celui donc discrimination versus diversité, on avait envie de vous interpeller plus spécifiquement. Isabelle Régnier, vous êtes... Donc on vous a présenté comme étant la vice-présidente égalité femmes-hommes à l'Université d'Aix-Marseille. Mais vous êtes également chercheuse sur des thématiques qui sont un petit peu en cause dans ce documentaire, puisque vous travaillez sur ce qu'on appelle les stéréotypes négatifs, les biais implicites de genre. Enfin, vous pourriez mieux nous expliquer. Et donc on se demandait, selon vous, est-ce que la mise en place des formations qui sont évoquées dans ce documentaire, et notamment des formations au biais décisionnel, participe à occulter le caractère systématique et systémique des inégalités genrées, ou au contraire, est-ce que, selon vous, ça permet d'encastrer un petit peu les phénomènes ? Alors tout d'abord, permettez-moi de réagir à votre documentaire que j'ai trouvé remarquable. Je pense que ce sera unanime ici, vu les réactions qu'il y a eu à de nombreuses scènes. Et je voudrais dire aussi que même si ce documentaire fait référence au milieu de l'entreprise, ce que nous avons vu illustrer aujourd'hui parle à bien nombre de domaines, y compris à l'université, puisque moi j'ai reconnu beaucoup de choses que l'on voit quotidiennement dans nos universités, et ce indépendamment des disciplines, même si, vous le savez évidemment, certaines disciplines sont peut-être un petit peu plus ciblées que d'autres. En tout cas, le point commun à l'université, c'est le plafond de verre dans toutes les disciplines. Quand on commence à regarder les rangs A, il n'y a que très peu de femmes, y compris d'ailleurs dans les fameuses disciplines sciences humaines et sociales, dont on pourrait penser parfois qu'elles sont un petit peu plus protégées, ce qui n'est pas le cas.
Alors, pour répondre un peu plus directement à votre question maintenant, moi j'ai une orientation qui est un petit peu particulière, qui est effectivement liée avant tout à ma position de chercheuse sur le sujet, puisque je suis professeure en psychologie sociale et je m'intéresse notamment dans mes travaux à l'effet des stéréotypes sociaux sur le fonctionnement cognitif. Et l'idée derrière ça, c'est de comprendre comment ces stéréotypes que nous connaissons tous depuis très longtemps, puisque nous y sommes exposés depuis notre plus tendre enfance, et que finalement, quelle que soit la conviction que l'on développe vis-à-vis de ces stéréotypes, c'est-à-dire qu'on soit d'accord ou pas avec, il n'empêche que notre mémoire les a absorbés. Et notre mémoire a créé en effet un certain nombre d'automatismes que parfois on peut appeler des biais. En effet, des biais, pourquoi ? Parce qu'ils peuvent nous amener à commettre des erreurs. Mais j'aimerais quand même préciser avant tout que c'est pas mal en soi d'avoir des automatismes mnésiques quels qu'ils soient, et en lien avec les stéréotypes non plus. Tout cela obéit à une nécessité pour nous de simplifier notre environnement pour pouvoir s'y mouvoir de façon adaptée. Parce que nos ressources cognitives sont limitées. Donc notre mémoire fait des raccourcis, elle fait des simplifications, et ça nous aide beaucoup. Heureusement qu'on crée beaucoup d'automatismes, sinon on ne pourrait pas vivre. Les stéréotypes, ça fait partie de raccourcis et d'automatismes. Sauf que parfois, en effet, ils peuvent nous amener à des erreurs, notamment dans nos jugements et dans nos jugements vis-à-vis du niveau de compétence d'autrui, puisqu'on va attribuer des compétences ou des incompétences aux individus en fonction de leur appartenance groupale. Et ça va poser problème parce que, contrairement évidemment à ce qui a pu être apporté par des hommes comme par des femmes ici, mais ça montre bien à quel point les stéréotypes sont ancrés et finissent aussi par amener certaines personnes à y adhérer, contrairement à ces stéréotypes, il n'y a pas de différence innée, naturelle entre hommes et femmes sur grand nombre de compétences. Donc les compétences au management, au leadership, en sciences, elles ne sont absolument pas innées, elles sont construites socialement et culturellement. Les travaux aujourd'hui sont extrêmement clairs sur le sujet. Donc c'est le premier point. Maintenant, pour répondre plus directement à votre question, j'y arrive. Je ne sais pas quelles sont ces formations, en fait. Il faudrait que je sache quel est le contenu de ces formations sur les biais cognitifs et autres, parce que toutes les formations ne se valent pas. Et il y a des travaux sur le sujet qui ont permis d'évaluer l'efficacité d'un certain nombre de formations. Et ce que nous dit la recherche aujourd'hui, c'est qu'une formation sur les biais cognitifs que sont les stéréotypes, pour être efficace, il faut que ça passe notamment par 2 étapes. La première, c'est d'abord faire prendre conscience aux individus, indépendamment de leur sexe, de leur origine, de leur position sociale, culturelle, c'est de faire prendre conscience aux individus qui sont eux-mêmes potentiellement porteurs de biais, d'accord, et leur faire l'expérience de cela. Il y a des petits tests très bien conçus pour cela, parce que tant qu'on n'a pas fait soi-même l'expérience qu'on peut être porteur d'un biais cognitif, on ne sait pas ce que c'est un biais cognitif, et on pense surtout qu'on en est exempt. D'accord ? Les autres sont biaisés, mais pas moi. Et puis moi, en tant qu'évaluateur ou recruteur ou femme qui recrute, je sais très bien faire mon métier, ça fait très longtemps que je le fais, je suis très objective ou très objectif, et donc il n'y a pas de biais de mon côté, et certainement pas lié aux stéréotypes. Ce qui est évidemment pas si simple. D'ailleurs, les travaux là aussi montrent que plus on pense qu'on est objectif et plus on applique les biais, parce que moins on se contrôle, forcément. Première chose. Et la deuxième étape pour que ces formations soient utiles, c'est qu'après la prise de conscience qu'on est soi-même potentiellement porteur d'un biais, il faut qu'on puisse comprendre comment ces biais fonctionnent en mémoire, et notamment fonctionnent de manière automatique, c'est-à-dire qu'indépendamment de nos propres croyances, on peut être influencé dans la direction de ces biais sans s'en rendre compte. Donc, il faut comprendre comment notre mémoire fonctionne pour être en mesure de repérer ces biais au moment où ils sont en action, pour ensuite être capable de contrôler si on a envie de le faire. Voilà. Et après, cela relève de la motivation. Donc, oui aux formations sur les biais cognitifs, mais à condition que ces formations remplissent un certain nombre de critères tels qu'ils ont été évalués et montrés scientifiquement. Voilà. Donc, comme je ne connais pas le contenu des formations qui sont évoquées dans le documentaire, je ne peux pas me prononcer. Mais sachez qu'il existe des travaux, donc aux États-Unis, qui ont testé ces formations, notamment dans les départements en sciences de plusieurs universités américaines, et qui ont montré l'efficacité de ces formations, puisqu'elles ont permis d'augmenter de 18% le recrutement des femmes dans les départements de mathématiques, physique, chimie, informatique, dont vous savez à quel point que les femmes y sont absentes. Rassurez-nous, ce ne sont pas des recherches, des études McKinsey. Pas du tout. Ah, d'accord. Patricia Divine, spécialiste des stéréotypes de genre, mais pas que, et notamment spécialiste de leur activation automatique au niveau de la mémoire. D'accord. Juste sur cette anecdote, on n'a rien changé. C'est bien McKinsey qui nous a été systématiquement cité. Oui.
Alors moi, j'ai deux petites questions que je vais vous adresser. Isabelle Elliot, en tant que directrice diversité du groupe Veolia, et Maya Agege, en tant que déléguée générale de l'Association française des managers de la diversité. Que pourriez-vous nous dire de la persistance éventuelle des stéréotypes dans les pratiques des managers? Et autre question, selon vous, est-ce que l'ancrage dans le paradigme de la diversité tend à les réduire ou à les amplifier? Est-ce que vous avez un point de vue Alors, un point de vue sûrement. Est-ce qu'il est pertinent? C'est autre chose, mais un point de vue sûrement. Alors, tout d'abord, merci à Vanessa de m'avoir invitée à cette journée de clôture de travaux académiques. Donc, moi, en tant que personne d'entreprise, c'est toujours extrêmement intéressant, vraiment, d'avoir entendu tous les travaux qui ont été exposés ce matin, qui résonnent énormément avec ce que moi, je peux vivre en entreprise. Vraiment sur tous les sujets, que ce soit sur les accords sociaux, sur ce qui se passe chez les dirigeants, les hauts dirigeants. Donc c'est très instructif, et je me suis beaucoup reconnue, j'ai beaucoup reconnu l'entreprise dans tous vos travaux ce matin. Alors désolée, je ne suis pas actrice, mais tout ce qu'on vient de voir, je pourrais exactement raconter des choses similaires, parce que évidemment j'ai pas tous les témoignages en tête, mais vraiment c'est très juste par rapport à ce qu'on peut voir en entreprise. Et c'est vrai, comme c'est joué par des acteurs, on peut dire c'est peut-être un peu caricatural. Je peux vous affirmer que non. Non, alors voilà. C'est joué certes par des acteurs et Voilà. des actrices, mais tout ce qu'ils disent, c'est des paroles d'entreprise que nous avons recueillies. Oui, mais voilà, et ça se vide exactement de cette manière-là. Donc, par rapport à votre question sur surtout la diversité et question de mixité, c'est souvent un débat de savoir si c'est une bonne idée ou pas d'avoir la mixité dans la diversité. Donc moi, ça fait quelques années que j'occupe ce poste, et j'ai choisi de travailler d'abord sur la mixité avant d'essayer d'attaquer les autres questions de diversité, parce que le Veolia, juste pour en dire quelques mots, c'est 170 000 salariés dans le monde, donc en France c'est 40 000 personnes à peu près, mais l'ensemble des autres salariés sont répartis dans le monde, et comme on vient de racheter Suez, on va être 230 000 on est déjà 230 000. Donc vous imaginez bien que la question de la diversité, elle est vraiment multiple quand on essaye de l'aborder à l'échelle d'une entreprise multinationale, avec des cultures extrêmement différentes, des métiers qui, de plus, sont des métiers très opérationnels, très traditionnellement masculins. L'eau, les déchets, l'énergie. Donc, Veolia, c'est 21% de femmes au total dans nos effectifs. Je reviendrai peut-être un peu sur les questions clés. Et donc, moi, en fait, j'ai choisi de travailler là-dessus parce que je suis convaincue que par rapport à ce que vous venez d'évoquer sur les biais inconscients et les stéréotypes, si déjà on arrive à les lever à faire prendre conscience à travers la question de la mixité et de la situation des femmes, faire prendre conscience des biais inconscients qui jouent en défaveur des femmes, et ben on aura déjà actionné beaucoup de choses pour aborder d'autres questions de diversité. Voilà de mon point de vue. Sinon, sur le fond, effectivement, les femmes, c'est 50% de l'humanité. Les autres sujets qu'on aborde, qu'on est amené à traiter sur la question des diversités ou des non-discriminations, on y reviendra peut-être aussi, touchent souvent plutôt des populations dites de minorités. Donc la question des femmes n'est pour moi pas la même chose dans les sujets de diversité. Je vais passer la parole à Maya. Merci. Alors, j'aurais vraiment beaucoup de choses à dire sur déjà tout ce qui vient d'être dit. La première chose, c'est on parle en France de politique diversité comme de façon généraliste. C'est-à-dire qu'en réalité, on a utilisé le mot diversité parce que d'abord, c'était un mot américain, diversity, que au démarrage, la professionnalisation de cette fonction et la construction des politiques, elle s'est faite après 2004-2005, du fait des émeutes et de ce qui s'est passé dans les banlieues parisiennes en partie et lyonnaises. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est construit. Mais je tiens quand même à souligner qu'au démarrage, c'était assez distinct, l'égalité femmes-hommes et la diversité. Et encore, dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes personnes qui s'occupent de ces sujets, et donc elles sont pas mises entre guillemets dans le même sac. Et il y a beaucoup de débats. Alors
évidemment dans un mini écosystème, hein, il y en a qui s'en foutent, mais il y a quand même des débats sur où placer ce sujet. De la même manière qu'on se pose la question où placer les missions handicap. Est-ce qu'on les rentre dans la diversité ou est-ce que, comme l'égalité femmes-hommes, elles sont en dehors d'un scope qui toucherait plutôt des critères de discrimination comme la diversité des origines ethniques, les questions de croyances religieuses, les questions d'apparence physique, les questions d'orientation sexuelle, etc., etc. Donc ça, c'est une première précision que je souligne par rapport à ça. Et en fait, au démarrage, quand vous m'avez posé la question, mais est-ce que ça perpétue pas des stéréotypes, je me suis dit je m'étais jamais posé la question comme ça. Parce que comme c'est le point de départ de toutes les politiques diversité, la lutte contre les stéréotypes, et dans les formations, en effet, madame, le premier niveau, c'est toujours faire les tests TAI et ensuite faire des jeux de rôle pour se rendre compte que dans les décisions de recrutement, patati patata, on est biaisé. Enfin voilà, je me suis dit non, c'est pas ça. Néanmoins, je vais un peu dans votre sens et peut-être j'ai pas du tout présenté la FMD, mais pour comprendre d'où je parle quand même, parce que c'est important, je pense. Donc ça fait 10 ans que je travaille à la FMD. L'association est une association d'employeurs, donc ça fait 10 ans que je regarde comment les organisations s'emparent de ces questions-là et que on co-construit avec des enseignants et des enseignantes-chercheurs des outils qui font le lien entre le terrain et la recherche. Donc c'est aussi au regard de tout ça que je dis ce que je dis. Et donc je termine juste, parce qu'après je sais qu'il y a plein d'autres questions, au regard de cette différenciation de structuration, depuis déjà 6 ans, 7 ans, de plus en plus d'organisations vont se dire mais je vais essayer de passer de la diversité, et encore une fois c'est un mot généraliste, beaucoup d'organisations utilisent le mot diversité pour parler d'égalité des chances, d'équité de traitement, de lutte contre les discriminations, de justice sociale, etc. Et donc aller vers quelque chose qui serait transverse et qui ne mettrait pas en avant des marqueurs identitaires, des objectifs comme ceux que je viens de nommer, ou des critères de discrimination, pour justement aller au-delà et voir comment on crée un environnement de travail ouvert, mixte, inclusif, et pas juste des communautés ou des personnes ou des dispositifs qui seraient du coup construits au regard des caractéristiques des uns et des autres. C'était un peu long, mais comme ça, je réponds aux questions. Merci. Merci beaucoup. Sauf si vous voulez réagir sur ces sujets, je continue à décliner. Donc sur la thématique des gestions de carrière qui reste donc très pensée au masculin, le présentéisme, la mobilité géographique, cette surdisponibilité temporelle, le réseautage, les cooptations, etc. On se demandait, Laurent Mayeux, depuis votre positionnement qui vous permet quand même de voir ce qui se passe, j'imagine, dans différentes organisations. Mais peut-être aussi vous, Maya Agege, depuis, comme vous le rappeliez, cette position, vous regardez ce qui se fait en matière de diversité aussi dans les organisations. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous avez pu voir, depuis le temps que vous êtes dans ces fonctions-là, s'il y a eu une évolution des gestions de carrière des managers qui tendrait à devenir plus favorable à la fameuse articulation dont on a parlé pas mal aussi durant cette matinée, et donc plus favorable aux carrières des femmes? Bonjour à toutes et à tous, et merci de l'invitation, parce que ça oblige à prendre un peu de temps. Moi, j'ai retrouvé la plupart des verbatims que j'avais lus avec attention. Il y en a un qui m'avait échappé, c'est l'un des derniers interlocuteurs qui dit bon, dans mon équipe, j'ai une femme et 4 hommes, et au monde recruté, j'avais le choix entre un homme et une femme. Bon, par égard pour la femme, je ne vais pas recruter une autre. En gros, une femme, ça va, deux bonjour les dégâts, quoi. C'est quand même... Et ça m'avait échappé à l'écrit, voilà. Donc, voilà, je pense que le documentaire, je verrai comment je peux l'utiliser dans l'univers syndical, où on est, vous comprendrez bien, un tout petit peu, si on aborde le problème par ce sujet-là, un peu sur la pointe de la pointe, ou la cerise sur le gâteau, on pourrait dire, hein, l'accès, même si avec les lois Copé-Zimmermann et Rixin,
le gâteau commence à retomber, enfin, dans le sens positif, quoi. La cerise, voilà. Bon, c'est pas, mais vous l'avez écrit, on n'est pas sûr qu'il y ait du ruissellement. Et on n'est pas sûr qu'il y ait du ruissellement, parce que même les entreprises de plus de 1000 salariés, c'est quand même que 2300 en France. Hein, donc ça concerne pas non plus une grande masse. Et il n'y a pas forcément par derrière on va faire monter quelqu'un, mais ça bouge pas beaucoup sur le reste de la population. Hein, c'est un des risques. Et sur la gestion de carrière, finalement, je pense je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'études, parce qu'il n'y a pas vraiment non plus beaucoup d'accords sur la gestion de carrière, par exemple. C'est pas une matière qui est très négociée. On va pas trouver beaucoup de mesures. On a essayé d'en inscrire en février 2020 dans un accord interprofessionnel portant sur diverses mesures relatives au cadre. Donc on est sur la cible. Hein. Je rentrerai pas dans le débat qui est cadre en France et pas en France. Ça prendrait beaucoup de temps. Mais on a inscrit des choses qui pourraient être utilisées un peu plus par les entreprises, hein, notamment sur la mixité des candidatures qui doivent être dans la shortlist, par exemple. Hein. Bon, c'est des processus qui sont très longs à instaurer. Ça fait partie des propositions. Je pense que... Et là-dessus, par exemple, l'index égalité pro nous sert pas beaucoup sur la question des managers, puisqu'il y a un indicateur sur les promotions, mais qui ne distingue pas à l'intérieur de l'indicateur manager ou non manager. Hein. Donc pour aller dans le sens, on va avoir l'indicateur sur les rémunérations dans les 10 plus hautes rémunérations. Quand on est dans les grosses entreprises de plus de 1000 salariés, on pourrait avoir un sous-indicateur sur la promotion aux fonctions de manager. Donc ça, c'est un premier aspect, mais surtout, je pense c'est ce que vous mettez en sous-titre de l'étude. On ne change pas beaucoup le modèle dominant de management. Hein, donc, est-ce que demain, on peut imaginer le management, on va dire, des collectifs de travail, si on reste sur la couche intermédiaire, voire le management des entreprises de façon différente, à la fois dans tous les registres qui sont invoqués, hein, la disponibilité, la mobilité géographique, etc. On s'aperçoit quand même qu'on parle souvent du plafond de verre, mais il y en a au moins 3 plafonds de verre. Hein, pour les jeunes femmes d'accéder aux fonctions identifiées cadres, il y a toujours 5% d'écart entre la part des jeunes femmes qui accèdent directement à des fonctions de cadre en début de carrière et les jeunes hommes. Hein. Le deuxième plafond, c'est l'accès, et c'est bien l'accès aux fonctions de management, et puis l'accès ensuite aux fonctions de haut management. Hein. Donc on a quand même beaucoup d'étapes à franchir, entre guillemets. Et puis, parfois, on retrouve dans le vocabulaire les murs d'enceinte. Hein, donc, il y a les femmes qui sont enceintes. Donc, c'est un premier mur. C'est-à-dire que ça, on dit, c'est un mur qui s'oppose à, voilà. Et puis, il y a le mur d'enceinte des réseaux, quoi. Les réseaux, c'est de faire du bruit. Et donc, les enceintes, voilà. Donc, c'était juste pour une image poétique, mais se dire que parfois, voilà, le vocabulaire a de l'importance. Donc, d'une part, les politiques de gestion des carrières sont pas souvent analysées encore aujourd'hui, et il n'y a pas toujours un lien entre politique de gestion et pratique de discrimination ou d'égalité, hein, selon le vocabulaire qu'on a choisi. Dans le monde syndical, par exemple, on a très clairement une politique de mixité des instances. Mais on se pose la question, alors on fait un peu comme la loi Copé-Zimmermann, on a commencé par le haut, donc l'instance politique majeure de la CFDT, elle est totalement en parité. Hein, mais on s'aperçoit que dans les couches inférieures, on va dire, si on est toujours dans un mode de fonctionnement un peu hiérarchique, ce qui n'est pas exactement cela, dans les organisations plus petites, on n'a pas du tout cette mixité. On a encore beaucoup de responsables syndicaux qui sont des hommes, alors que la moitié des syndiqués à la CFDT sont des femmes. Il n'y a que la moitié qui sont des hommes. Voilà, donc on a aussi pour nous-mêmes ce type de préoccupation, et comment aussi on veille à ce que dans le parcours militant, parce qu'il y a un parcours militant comme un parcours de gestion de carrière, on trouve des formes d'organisation managériale. On peut parler de management des organisations qui fassent que, eh bien, tout le monde puisse essayer à la fois de postuler. Hein, j'ai relu pas mal d'enquêtes récentes de l'APEC qui dit finalement les jeunes femmes de moins de 35 ans sont peut-être plus à demander, à se dire j'aimerais bien avoir plus de responsabilités. Hein, il y a une enquête de cette année. Mais quand on leur demande, ça c'était l'enquête de l'an dernier, combien postuleraient si le poste de leur manager était vacant,
Alors là, il y en a beaucoup moins de jeunes femmes que de jeunes hommes. Hein, donc il y a encore cette auto-limitation parce que l'on sait que de toute façon, j'ai pas de chance. Enfin, s'il fallait creuser, et ça vous avez sûrement creusé un peu plus. Et donc on a quand même des persistances qui sont bien connues. Et quand on pose la question, est-ce que les femmes sont bien représentées dans les fonctions managériales, les 2/3 des cadres, hommes comme femmes, un peu plus les hommes que les femmes, disent oui, ça va. Hein, alors qu'on sait que ça va pas. Enfin, voilà. Donc, on a encore un gros effort, je pense, sur la gestion des carrières. Je pense qu'on gagnera aussi à partir du moment... C'est là où la conclusion m'a un tout petit peu surpris, mais en réécoutant le documentaire, j'ai mieux compris ce que vous vouliez dire par gestion par les compétences. C'est-à-dire qu'on a des compétences genrées, alors que on n'a pas encore dans la gestion de carrière l'habitude de tracer finalement les compétences attendues. Hein, si elles étaient explicites, permettrait de se positionner. Et si aussi, face aux compétences explicites, on explicitait l'implicite. Quelles compétences je mets en œuvre, hein, donc sans aller jusqu'à des validations d'acquis d'expérience, mais au moins se dire, là, sur ces compétences, c'est en place, ça fonctionne. Et j'en suis plutôt au niveau de maîtrise, au niveau d'expertise, qu'au niveau de débutant, que je pense, je suis pas compétent pour faire ça, quoi. Voilà, donc il y a un beau chantier encore. Je vais aller totalement dans le sens de Laurent, donc je ne vais pas nous prendre beaucoup de temps sur cette réponse. On va publier dans 3 jours ou 4 jours un recueil de pratiques. Donc on a lancé un appel auprès de nos membres et on leur a demandé de partager leurs pratiques d'égalité femmes-hommes. Et en accumulant ces pratiques, on a commencé à les trier, à se dire dans quoi ça rentre. Et on a créé un damier, peut-être que je l'ai là. Attendez. Et dans ce damier, on a commencé à regarder, on s'est dit, il y a des domaines et il y a des types d'actions. Comme ça va donner ça. Donc on a, je crois, une 43 pratiques. Et donc on a pris un peu de recul par rapport à cette espèce de cartographie. Et une des conclusions, c'est en effet que sur le développement de carrière et le parcours professionnel, en réalité, il y avait des actions assez classiques, des questionnements sur les plans de succession, des discussions en comité de carrière, mais que les leviers étaient toujours les mêmes, ceux qui sont dans votre documentaire, c'est-à-dire des discussions informelles, repérer quelqu'un pendant un projet, et on se dit, on garde la personne sous le coude. Mais il n'y a pas de... je suis tout à fait d'accord sur cette question de dire les compétences nécessaires, de les lister et de s'y attacher. Il n'y a pas ça. De manière généralisée, bien sûr, je veux pas dire que toutes les entreprises ne le font pas, mais dans une majorité, ça reste encore informel. Peut-être que Isabelle Elliot ou Isabelle Régnier veulent réagir. Alors, c'est vrai que dans le reportage, je me dis effectivement que je toutes les cases. Donc, on fait exactement tout ce qui est décrit dans le reportage. Ce qui, faut quand même pas sous-estimer le chemin parcouru. C'est-à-dire que je voudrais quand même rappeler ça parce que moi-même, tout à l'heure, quand je voyais ça, je dis, jamais osé monter sur scène parce qu'en fait, c'est juste tout ce que fait Veolia. Mais, sauf faire appel à McKinsey, je le précise quand même. Ça, c'est effectivement pas l'un des cabinets avec lesquels on travaille. Il n'empêche que, pour temporiser quand même un petit peu, moi, je travaille chez Veolia depuis plus de 25 ans. Je me suis pas toujours, j'ai pas toujours été sur la fonction que j'occupe aujourd'hui, loin de là, et j'ai commencé toute petite, et puis j'ai progressé. J'ai connu l'époque où effectivement on ne pouvait même pas parler de ces sujets. Il faut pas complètement l'oublier. Ça fait pas si longtemps que ça, je dirais une dizaine d'années, où on peut vraiment prendre la parole dans l'entreprise en tant que femme, sans que on ait à plein de moments la petite remarque, la moquerie sur le fait que les femmes voudraient avoir des parcours comme ceux des hommes, etc. Très sincèrement, moi j'ai vu la bascule. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses que les hommes ne disent plus, parce que on le voit dans les reportages, et ce qui a été évoqué même ce matin sur ce qu'on appelle des fois la gender fatigue, on la vit aussi.
Il n'empêche qu'aujourd'hui, oui, on peut parler d'égalité salariale. Oui, on peut aller dire oui, mais là c'est pas normal. On n'a pas les plans de succession qu'il faut. C'est pas normal. Dans les people review, finalement, effectivement, par tradition, en fait, on fait ce qu'on appelle people review. Alors que ce soit en France ou à l'international, ça se joue dans les strates de top management, évidemment, exactement de la même manière. Et ben oui, finalement, c'est toujours des hommes qu'on discute parce qu'on est dans une entreprise qui traditionnellement, par ce métier, est encore majoritairement des hommes et aussi dans le management. Oui, si on force pas les choses en disant, si on va, ce qui est le cas désormais depuis pas si longtemps que ça, 1 an, de dire oui, on veut systématiquement une femme en proposition de plan de succession pour un homme. Au bout d'1 an, on constate quoi ? C'est que en fait, c'est un peu comme pour les conseils d'administration. En fait, il y a plusieurs fois la même femme sur différents plans de succession. Donc, on va pas y arriver parce qu'elles vont, si elles prennent un poste un jour dans le top management, elles vont pas en prendre 3 en même temps. Donc, on va forcer aussi davantage les choses et on dira, une femme, elle peut pas être proposée sur plus de 2 plans de succession, sinon on va pas y arriver. Donc, ça, c'est un exemple de ce qui est mis en place chez Veolia depuis ces dernières années pour atteindre des objectifs qu'on s'est donnés, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais je voudrais vraiment dire que on se rend bien compte que ce qu'on a fait n'est pas suffisant. On se rend bien compte que tous ces plans d'action divers et variés mis en place progressivement dans les entreprises n'ont pas fait tout le travail. Mais moi, j'ai l'impression que c'est encore récent. Donc, faut d'une part peut-être se laisser un peu de temps pour voir s'ils sont vraiment efficients, parce qu'il y en a de plus en plus quand même. Et par ailleurs, ne pas sous-estimer évidemment les questions culturelles et particulièrement tout ce qui a été évoqué ce matin aussi. C'est-à-dire se poser les questions de pourquoi c'est si difficile, pourquoi ça résiste autant malgré tout ce qu'on a mis en place, parce que franchement, les entreprises, de par la loi, c'est vrai, heureusement qu'il y a la loi qui force les choses, mais pas que par la loi, parce qu'il y a aussi des choses qui sont mises en place à travers des accords sociaux, mais parfois simplement de par l'impulsion de la direction, et pourtant, on sent que ça patine. Donc voilà, il y a encore une part de question. Oui, en complément de ce que vient de dire Isabelle, c'est vrai que moi j'ai un souvenir de la première négociation égalité professionnelle à l'RATP. Je suis presque chez un concurrent. Enfin, vous avez plus le transport maintenant. C'est ça, on n'est plus concurrent, ça va. Bon, on en est maintenant au 6e accord égalité. Hier, j'avais mon entretien professionnel avec la RH qui suit ma carrière, entre guillemets. Et donc, je lui ai dit, c'est pas nécessaire, je suis à 1 an de la retraite. Elle m'a dit, si, puis on va regarder, on va cocher les cases dans le logiciel. Donc, est-ce que vous avez lu la nouvelle charte, le nouveau document sur l'égalité professionnelle? Donc, on va cocher la case, voilà. Alors, je lui ai dit, non, je l'ai pas lu, je vais vous l'envoyer. Mais maintenant, je vais noter que vous avez. Mais donc, la discussion était très courte, quoi. Je veux dire, quels sont les lieux? Alors, vous le dites, c'est difficile. Il y a peu de lieux, il y a peu de temps du management pour parler de ces sujets-là, qui sont quand même des sujets très profonds. Et si on veut instruire le sujet dans l'entreprise, dans ses pratiques, ça demande quand même une entrée en profondeur, quoi. On le sait bien, c'est pas simple. Alors, on est quand même au 6e accord côté RATP. Ce que je voulais dire par rapport à la négociation sur le handicap, où effectivement, il y a 20 ans, quand on a commencé à négocier, moi je me souviens des collègues qui ont dit en colloque, première fois qu'on a négocié, mais on savait pas de quoi on parlait, quoi. Mais comme il fallait négocier, on a signé un accord. Donc on a fait copier-coller de l'accord standard. Et puis, 3 ans après, on commençait un petit peu à savoir les choses. Et il m'a dit, c'est seulement au 4e accord qu'on a commencé à innover. Parce qu'on connaissait la réalité des personnes en situation de handicap, on connaissait mieux la réalité du terrain professionnel, etc. Mais les syndicalistes, par essence, on est malheureusement généralistes, quoi. Alors, par chance, parfois, on va trouver un militant de la cause dans nos rangs. Alors, et donc, on va être content de l'avoir. Parfois, il se fait happer par la direction parce que, voilà, tiens, vous êtes bon, c'est un sujet qui vous intéresse, vous voulez venir travailler à la DRH. Voilà, donc on se fait une sorte de mercato, mais alors, un des problèmes qu'on a rencontrés, je pense, ces dernières années aussi par rapport à l'égalité professionnelle, c'est que avec le chamboule-tout des instances représentatives du personnel, on a passé beaucoup de temps à discuter de la manière dont on allait travailler avec les nouvelles instances. Et sont arrivés dans la période l'index égalité pro, duquel on n'a pas pu vraiment se saisir. Donc je pense qu'il y a aussi à la fois ça a été la grande cause du quinquennat, mais les ordonnances Macron, ça a été aussi la grande cause qu'on n'a pas pu travailler le sujet, quoi.
Alors peut-être juste un mot sur l'index égalité pro, parce que c'est un sujet important en France. Il y a ça a été beaucoup dit, beaucoup contesté, même par les instances représentatives, que c'était pas très bien construit, voilà, qu'il était critiquable. Oui, il est sûrement critiquable, mais il a le mérite d'exister. Voilà. Et effectivement, sur les grandes entreprises, sur une entreprise comme Veolia, juste en France, on doit avoir à peu près 200 établissements. Donc évidemment, l'index, ça se fait pas d'un seul coup d'un seul. C'est un peu compliqué à consolider, à calculer. Les grandes entreprises, c'est pas faux qu'elles ont souvent des moyens RH que des plus petites n'ont pas, qui permettent quand même de suivre correctement les carrières et quand même les rémunérations, y compris les rattrapages pour les femmes. Pour autant, c'est vrai que ça a quand même la vertu d'aller des fois trouver des choses. C'est pas volontaire, hein, c'est justement tout ce qui joue d'habitude, de bien inconscient, qu'on en oublie quelques-unes sur le chemin. Et puis ça met quand même en lumière la question des plus hautes rémunérations. Et là, ça a quand même donné un coup de projecteur sur ce qui achoppe tout en haut des entreprises. Alors on n'a pas la solution d'un seul coup d'un seul non plus, mais ça aide quand même à progresser. Mais pour le sujet du jour, si vous n'avez pas les 10 points sur cet indicateur-là, vous avez quand même 90 points, donc vous n'êtes pas obligé de justifier. Mais ça change. Je sais que ça change. Ça va changer, mais pour être tout à fait sincère, effectivement, sur ces indicateurs-là, on a tendance à dire, puisqu'on est au-dessus de ce qui est demandé, on n'est pas si mal. Ça commence à bouger aussi un peu de ce côté-là, parce que même sur d'autres indicateurs, par exemple, le comparatif qui est fait sur le SBF 120 tous les ans sur les meilleures performances des entreprises en termes de mixité, il se trouve que Veolia n'est pas très bien classé. On ne fait pas partie des meilleurs. Il n'empêche que sur l'index égalité pro, effectivement, on est dans le dessus du panier. Et je me suis rendu compte que, alors que je défends le sujet, je me contentais du fait que sur l'index, on était à presque 90, en me disant, on y est presque. Et en fait, non, on ne devrait pas s'en contenter. Donc tout ça, c'est récent. Donc c'est en train aussi de produire ces effets. Et on va espérer que ça va aller dans le bon sens. Alors, sur l'indicateur, sur l'index d'égalité, on va en rester là. Peut-être qu'on aura des réactions, parce qu'on a quand même 2 expertes dans la salle qui ont beaucoup travaillé sur cet indicateur. Donc, on va garder ça pour la discussion. Voilà, alors justement, avant de pouvoir avoir un temps d'échange avec la salle sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et cet après-midi, on va faire un dernier petit tour de table sur le dernier chapitre qui est celui des résistances aux politiques d'égalité et notamment aux quotas, aux rattrapages salariaux. Donc, je destine surtout ma question à Isabelle Elliot et à Isabelle Régnier, mais je serai d'avis, si vous le souhaitez, vous intervenez toutes et tous là-dessus. Donc, on sait que Veolia fait partie des entreprises qui se sont très tôt engagées dans une politique d'égalité professionnelle assortie, vous le disiez à l'instant, d'objectifs chiffrés de quotas. Qu'en est-il chez vous des éventuelles résistances masculines, voire féminines, sur ces fameuses politiques de quotas, notamment, ou de rattrapage salariaux? Et un petit peu la même question, si elle est pertinente du côté de l'université, du secteur public. Alors, juste pour donner effectivement le cadre, alors je ne sais pas si on s'y est pris très tôt, mais en l'occurrence, ça a mis quand même quelques années. C'est surtout que notre président Antoine Frérot a pris une décision très forte en 2019, justement parce qu'on ne progressait pas suffisamment sur la proportion de femmes dans le top management. Alors, ce qu'on appelle le top management chez nous, c'est à peu près 500 personnes. Sachant que le conseil d'administration, bien sûr, on a atteint les plus de 40, on est même au-delà de ce qui avait été demandé par la loi, que bien sûr ça n'a pas plus ruisselé chez nous que dans d'autres instances, que au COMEX aujourd'hui il n'y a qu'une femme, il y en aura 2 très prochainement, mais quand même. Donc ça c'est une première preuve. Et donc dans cette instance intermédiaire, on va dire, on était à 18% il y a 4 ans de femmes seulement. Et donc Antoine Frérot a décidé qu'à l'horizon 2023, il devrait y avoir 25% de femmes dans cette instance et qu'une nomination sur 2 dans cet intervalle de temps, dans cette instance, devrait être une femme.
Si on parle de résistance, donc ça c'est clairement, c'était un objectif. Pour aller au bout, c'est inscrit dans ce qu'on appelle chez nous la performance plurielle. Donc l'indicateur de mixité, il y en a un certain nombre d'autres, pèse son atteinte pèse dans le bonus des dirigeants. Donc évidemment, quand on va jusque-là, c'est-à-dire à avoir une incitation, un critère financier sur l'atteinte des objectifs, c'est important. Donc effectivement, les résistances, elles ont démarré à ce moment-là, certaines. Avant, c'était un peu insidieux, mais moi, j'ai effectivement entendu des collègues dire je n'ai plus d'avenir dans le groupe. Donc ça, aujourd'hui, on l'entend toujours, c'est-à-dire qu'on l'entend sur le thème qui a déjà été évoqué, je suis un homme blanc de plus de 50 ans, donc je n'ai plus d'avenir dans le groupe. Évidemment, on a envie de dire, parce qu'avant, les femmes, elles avaient un avenir dans le groupe, mais ça suffit pas pour lever le problème, lever la question. Mais bien sûr que les résistances, elles sont là, et les exemples qui étaient cités, je vais monopoliser la parole, les exemples qui étaient cités de types de résistance culturelles, effectivement, elles sont toujours là. Donc les objectifs, la mise en place d'objectifs chiffrés et donc de plans d'action pour les atteindre contre sont des instruments pour contrer ces résistances, mais sur le fond, bien sûr qu'elles sont encore là. Oui, alors au niveau de l'université, nous avons également les mêmes résistances. Donc on ne va pas toutes les redécrire, mais j'aimerais vous citer le rapport FESTA, qui pourrait vous intéresser également. C'est un rapport qui a été écrit par un consortium de 7 universités qui avait reçu un financement européen pour comparer la mise en place de plans égalité pro au sein de leurs universités et puis d'identifier justement les résistances à la mise en place de ces plans égalité pro et probablement peut-être en lien avec des différences interculturelles liées aux pays concernés. Alors de mémoire, il y avait l'Irlande, l'Italie, le Danemark, la Bulgarie, la Turquie et j'en oublie. En tout cas, ce qui était intéressant dans ce rapport, c'est que finalement, indépendamment des spécificités culturelles propres à chaque université, les résistances étaient strictement les mêmes. Et la catégorisation identifiée sur ces résistances est, je trouve, intéressante. Ce consortium a identifié 4 types de résistances, ce qu'ils ont appelé donc les résistances actives, résistances passives, le plaidoyer passif et le plaidoyer actif. Alors, les 2 extrêmes étant bien sûr plus rares, résistance active, c'est lorsque vous avez des collègues, hommes comme femmes, qui viennent vous expliquer qu'il faut arrêter tout ça, parce qu'il faut quand même admettre qu'il y a des différences de compétences entre hommes et femmes qui justifient la sous-représentation des femmes dans grand nombre de secteurs, y compris évidemment en sciences, mais y compris aussi au poste de rang A. Alors, ces personnes sont peu nombreuses, mais elles existent encore, et elles le disent explicitement, et y compris des femmes. Il y a des travaux d'ailleurs, vous en avez peut-être entendu parler, qui s'appellent l'effet Queen Bee. B2E, reine des abeilles. Donc vous avez un certain nombre de femmes qui ont atteint des postes hiérarchiques élevés et qui reproduisent finalement les stéréotypes de genre, même de façon encore plus sévère que ne peuvent le faire les hommes eux-mêmes, même les autres femmes en général, puisque finalement ça leur permet de justifier leur position. C'est-à-dire que le stéréotype est vrai pour la plupart des femmes, qui sont donc inférieures intellectuellement aux hommes dans grand nombre de domaines, mais pas elles. Elles sont l'exception, ce qui justifie leur place aujourd'hui. Et d'ailleurs, elles n'ont pas eu de problème pour arriver à la place où elles sont, puisqu'elles ont les compétences. Donc, elles gardent leurs prérogatives. Et puis, c'est primus inter pares. Voilà. Donc, tout va bien finalement pour elles. Et puis, il y a la résistance passive. Alors, la résistance passive, c'est dans les universités, finalement, les collègues qui vont vous dire, y compris au niveau de la gouvernance, bien sûr, les plans égalité pro, l'écoute, tout ça, c'est important. Et les plans égalité pro sont très, très importants. Mais par contre, les moyens ne sont pas là. C'est-à-dire que les arguments réguliers qui vont être avancés pour dire pourquoi on ne fait pas, c'est parce que ce n'est pas la priorité cette année. Vous voyez, on a eu le Covid entre-temps, donc il a fallu gérer le confinement. Donc non, les plans égalité pro, on verra plus tard. La sensibilisation des comités au bien psy de genre, non, on verra l'an prochain, pas cette année. Oui, pourtant, c'est là, pendant le confinement, qu'il y a les risques les plus élevés. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'est maintenant. Ah bon, d'accord. Et puis, voilà, on manque de moyens. Non, c'est trop difficile administrativement. Donc, ça, c'est la résistance passive, mais qui nous empêche de mettre en place les actions. Donc, les plans d'action restent des coquilles vides.
Voilà, on a un truc qui a été voté, mais finalement, il n'est pas mis en place. Et puis, il y a le plaidoyer passif. Donc, le plaidoyer passif, alors c'est un peu mieux que la résistance passive, c'est-à-dire qu'on va quand même mettre quelques moyens. On met quelques moyens, pas trop, mais on en met un peu. Mais par contre, on ne va pas rendre visibles les actions qui ont été faites et qui ont permis des avancées. C'est-à-dire qu'on cache un petit peu tout ça, on ne le met pas en lumière, on n'ose pas trop en parler parce que des fois qu'il y aurait des réactions compliquées, donc on met un petit peu sous le tapis. On donne quelques moyens, mais on met sous le tapis et on ne visibilise pas. Et puis le plaidoyer actif, où là, en fait, les directions, les gouvernances, non seulement mettent les moyens financiers et humains, mais valorisent, visibilisent les actions et répètent à l'ensemble de la communauté pourquoi c'est important et pourquoi l'université ou la structure ou l'entreprise doit continuer à s'engager là-dessus. Donc, nous avons toutes ces formes de résistance. Alors, j'avoue qu'à Aix-Marseille Université, nous avons la chance d'être dans le plaidoyer actif, puisque nous avons une gouvernance qui est socialement engagée et qui fait en sorte que les mots se transforment en actes. Alors, ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas de résistance, mais elles sont plus faciles à gérer. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Je voudrais revenir sur les quotas et les résistances spécifiques aux quotas. On entend souvent dire aujourd'hui que grâce ou à cause des quotas, il y a quand même la parité dans le nombre de comités exécutifs décisionnels. Bah alors c'est bon quoi. Qu'est-ce qu'on demande de plus? S'il y a autant de femmes que d'hommes dans les comités qui prennent les décisions, bah, il n'y aura plus de discrimination s'il y a la parité. Arrêtons-nous là. Qu'est-ce qu'on dépense de l'argent à continuer à financer les plans égalité pro? Ben là encore, la recherche nous aide à dire « Ah, ben oui, sauf que d'abord, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans les comités qui prennent les décisions, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de discrimination. Parce que figurez-vous que les femmes sont tout autant biaisées que les hommes, déjà. Voilà. Alors, les quotas ont permis de limiter effectivement et de lutter contre la discrimination pour la place des femmes dans ces comités, mais à eux seuls, les quotas n'enlèveront pas la discrimination ensuite, par ricochet, dans les décisions et au niveau des recrutements. Donc, il est important que les quotas soient accompagnés de formation et pas nécessairement liés à la prise de conscience de biais implicites, mais là à l'éducation des femmes comme des hommes sur la raison pour laquelle il n'y a pas de différence de compétences entre femmes et hommes en sciences, au niveau du leadership, au niveau du management, etc. Et les travaux, ils sont là. Il y a plus de 50 ans de travaux sur le sujet en sciences cognitives qui permettent de montrer que, par exemple, à CV identique, c'est la fameuse expérience de John Jennifer publiée en 2012, à CV identique, hommes et femmes qui ont pourtant l'habitude de faire des recrutements vont privilégier le CV masculin sur tous les critères, y compris sur le salaire proposé pour la première embauche. Et pourtant, il s'agit bien là de la discrimination, puisqu'il n'y a aucun autre élément objectif dans la situation qui permet de justifier de tel écart, puisque tout a été contrôlé, c'est de l'expérimentation. Vous allez me dire, oui, mais c'était en 2012. Ah, ben oui, sauf que 2020, la même équipe réplique cette étude et ils font encore mieux. Ils ont pris une profession, justement, dans laquelle il y a la parité et qui est installée depuis une bonne dizaine d'années, vétérinaire. Ah bah alors s'il y a la parité, il n'y a plus de discrimination. Refaisons le coup du CV, cette fois-ci Marc-Elisabeth. Et ce qui est intéressant dans cette étude, publiée dans Science Advances quand même, c'est que les chercheurs ont interrogé les recruteurs et recruteurs pour savoir quelles étaient justement leurs conceptions du lien entre parité et discrimination de genre à l'encontre des femmes. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait deux catégories de personnes, quel que soit leur sexe d'ailleurs. Des personnes qui disaient que ah bah oui, s'il y a la parité, il n'y a plus de discrimination de genre, puisqu'il y a autant de femmes maintenant parmi les vétérinaires, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de discrimination de genre à l'encontre des femmes. Et une autre moitié des recruteurs hommes et femmes qui déclaraient pas tout à fait la même chose, qui déclaraient ah, attention, c'est pas parce qu'il y a la parité qu'il n'y a plus de discrimination à l'encontre des femmes, il faut probablement rester vigilant. Et bien cette différence de conception a conduit à une différence majeure en termes de décisions prises sur l'évaluation du niveau de compétence de Marc-Elisabeth, le CV étant pourtant strictement le même, c'était de l'expérimentation, et aussi sur le salaire proposé à cette première embauche de vétérinaire en clinique. En effet, les personnes qui considéraient qu'il y avait probablement encore de la discrimination et qu'il fallait faire attention malgré la parité, bien effectivement, on fait attention et non pas évaluer différemment le niveau de compétence du candidat et de la candidate et on proposait exactement le même salaire pour la première embauche. C'est pas tout à fait la même histoire pour les recruteurs, hommes comme femmes, qui considéraient que si la parité, tout va bien, il n'y a plus de discrimination.
ces personnes-là ont fait de la discrimination, puisque sur tous les critères, donc le CV est évalué plus négativement pour la candidate, et le salaire proposé pour cette première embauche, pour la candidate, était même inférieur au salaire de base moyen habituel pour ce type de poste. Voilà. Donc, les formations sont importantes pour que chacun et chacune comprenne pourquoi il n'y a pas de différence de compétences et pourquoi aussi ces stéréotypes qui sont tellement puissants, par contre, conduisent à produire ces différences en amenant les femmes dans les domaines dits masculins, en fait, à produire des performances qui vont être en dessous de leurs compétences réelles. Voilà. Donc, éduquons hommes et femmes sur ces sujets. Et encore une fois, les travaux montrent que ces formations ont des effets positifs. Donc, emparons-nous de ces travaux qui ont des effets bénéfiques dans l'université, mais ils ont les mêmes dans l'entreprise. Nous sommes tous faits pareil. En tout cas, le système cognitif est le même chez tout le monde. Je trouve ça déprimant. Ah non, pardon. Alors là, par contre, oui. Je préférerais dire plutôt qu'il faut voir ça positivement, parce que la recherche montre que justement, il n'y a pas de différence de compétences, oui. Et que quand on éduque les gens, on change la donne. Et que quand les gens considèrent qu'il faut faire attention, ils font attention. Donc je préfère rester sur le verre à moitié plein. Oui, voilà, c'est bien, il faut faire comme ça. Et je voulais réagir sur deux des points, en effet. Sur la question de la formation, donc on a mené une étude. Donc, je vais revenir en arrière une seconde. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un collectif d'organisations qui s'appelle Stop au sexisme ordinaire en entreprise. Donc voilà, je ne sais pas si tu voulais parler de ce sujet, Brigitte. Donc ça rassemble plus de 150 organisations qui se rassemblent une fois par trimestre pour échanger sur les pratiques de lutte contre le sexisme. Et pour échanger également, et là échanger entre guillemets physiquement, des outils et pour mutualiser des dispositifs. Et un des dispositifs qui a été mutualisé l'année dernière, c'était un baromètre sur le sexisme qui a rassemblé 17 organisations, 17 employeurs, et qui a réussi à interroger près de 65 000 personnes, collaborateurs et collaboratrices. Et l'action qui a été le plus plébiscitée pour mieux lutter contre le sexisme, c'était justement la formation des managers sur le sujet. Alors, on est à 50% de ces 65 000, mais c'est quand même énorme. La deuxième action, c'était avoir un message fort de la direction, et là, on était sur les mêmes résultats pour les femmes et pour les hommes. Donc, en effet, pour le coup, la formation, c'est la chose la plus importante. La question, c'est est-ce qu'on arrive à mettre en place des formations obligatoires sur le sujet dans les organisations? Là, on n'y est pas encore. Voilà, merci Isabelle. On n'y est pas encore. Je donne deux autres chiffres qui me semblaient intéressants par rapport à cette question des résistances, et que, encore une fois, alors donc c'est Brigitte Grésy qui a mené avec nous ce baromètre. C'est grâce à elle qu'il a eu lieu. Il y a deux chiffres qui me semblaient intéressants et qui m'amènent à ma dernière réflexion. La première, c'est que donc dans ce baromètre, les stéréotypes. Donc on a posé aussi des questions sur les stéréotypes liés au genre féminin et au genre masculin. Et 4 hommes sur 10 ont déjà entendu des propos dégradants en remettant en cause leurs compétences, en s'appuyant sur des représentations de la masculinité. Deuxième chiffre, c'est que même si cela est beaucoup moins marqué que pour la maternité, la paternité constitue également une source de préjugés. 3 hommes sur 10 déclarent avoir déjà entendu des propos stigmatisants à ce sujet, principalement sur le fait que le temps partiel n'est pas fait pour les hommes, ou encore qu'il n'est pas utile de prendre un congé paternité quand on est un homme. Et donc ça m'amène à ma réflexion d'après, qui est, parce qu'on en discutait avec Dominique, que finalement, quelque chose qui moi, me questionne beaucoup, c'est que dans les politiques diversité, on met en place des actions qui touchent des gens que je vais appeler des bénéficiaires. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des actions pour permettre l'égalité des chances dans le recrutement, dans la carrière pour les personnes en situation de handicap, pour permettre à des femmes, là on parle d'égalité professionnelle aujourd'hui, femmes-hommes, pour permettre à des femmes d'atteindre des postes de direction, pour permettre à des personnes LGBT+, de se sentir inclus et de pouvoir s'exprimer comme ils le souhaitent dans l'organisation. Mais finalement, à chaque fois, les actions qu'on va mener, elles vont toucher les personnes. Et elles vont pas toucher la structure,
la façon de mettre en place les dispositifs, la façon de définir quel pourrait être le meilleur processus de recrutement, de définir finalement une nouvelle manière de travailler, ou en tout cas de penser l'entreprise. Et ça, c'est un sujet qu'abordent les organisations, qu'abordent en tout cas les employeurs à la FMD, sans trouver de solution pour l'instant. Mais clairement, on a cette idée, en tout cas moi je la porte, que de faire en sorte que ces politiques diversité soient des politiques qui transforment l'organisation pour lui permettre d'être différente. Encore une fois, de mettre en place des processus de recrutement basés sur les compétences et donc qui permettent de recruter les meilleures personnes. Donc moi j'y crois beaucoup, cette idée de mettre en place des actions transversales sans toucher des femmes, des personnes handicapées, des personnes LGBT+. Et je pense on tend vers ça, en tout cas au regard des 160 organisations membres de la FMD. Voilà, pour compléter. Merci. Je propose non pas de terminer, mais de continuer avec la salle. Bonjour, alors écoutez, je commence. Donc, je suis Brigitte Grézy, je suis l'ancienne secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et l'ancienne présidente du Haut Conseil de l'égalité. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, puisque je ne suis plus présidente et j'ai donc la chance d'être avec vous. Je voulais dire plusieurs choses. D'abord, bravo pour ce documentaire qui est vraiment, à mon avis, d'une très grande force. Moi, je crois que c'est très difficile de poser la diversité à la lutte contre les discriminations parce que la diversité n'est pas un principe juridique, c'est un principe managérial, c'est une sorte de boîte à outils dans laquelle on met toute une série de populations, de minorités visibles ou la majorité que nous sommes, nous les femmes, mais ça n'est pas un principe juridique. Et donc, je pense que c'est un principe de management qui doit appliquer les principes juridiques qui s'imposent à toutes les entreprises et à toutes les organisations. Donc, ça ne se joue pas l'un contre l'autre. La deuxième chose, c'est que je crois que dans tout ce travail que l'on fait, il faut toujours regarder qu'il y a les deux aspects, c'est-à-dire l'aspect individuel, pour le sexisme par exemple, l'aspect individuel qui s'attache à une personne, ou la lutte contre les discriminations, où on fait par exemple des reconstitutions de carrière comme la méthode Claire pour la reconstitution pour les représentants syndicaux, etc. Et puis l'approche systémique, c'est-à-dire l'approche collective. Et c'est ça, à mon avis, que les coachs n'ont pas, c'est qu'ils disent tout le temps « Allez, madame, osez, etc. » Ayez confiance, alors que ce n'est pas le sujet. Il y a toujours l'approche individuelle et l'approche systémique collective. Et c'est pour ça que, moi, il me semble que au-delà de ça, il faut vraiment dire que les quotas, un certain nombre d'outils, c'est une approche quantitative, on compte, mais ça n'est pas une approche qualitative, et si on n'a pas une approche qualitative associée à ça, on se plante. Et c'est pour ça que je reprends ce qui a été dit, c'est-à-dire que on le voit bien en Norvège, hein, quand ils ont mis les quotas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé, c'est les syndicats qui ont formé les employeurs, et surtout, ils ont professionnalisé la profession, c'est-à-dire qu'ils ont fait des fiches de poste où ils ont dit pour être un bon administrateur, il faut telle compétence, c'est-à-dire qu'ils ont en quelque sorte objectivé les compétences, ce qui a permis à trouver d'autres cercles d'excellence, etc. Donc, je crois que, et tu l'as dit, au-delà de cette approche quantitative des quotas, il faut cette approche systémique et une approche transformative. Et comme par hasard, on retrouve tous les domaines qu'on a dans la négociation égalité, dans le Code du travail, hein, les 8, maintenant les 9 domaines, qu'on n'a pas dans l'index égalité d'ailleurs, c'est-à-dire que pour traiter de l'égalité, il faut s'occuper pas seulement du recrutement, de l'embauche, de la formation, de la rémunération, des conditions de travail, de l'articulation, de la classification des emplois, etc., et de la santé, de la sécurité au travail, c'est-à-dire des violences sexistes et sexuelles. Et c'est vraiment ces 9 domaines-là qui font les politiques d'égalité, et qu'on n'applique pas dans les 9 domaines dans les autres champs de la diversité. C'est pour ça que c'est quand même extrêmement différent. Et puis, juste pour le gender fatigue que ces messieurs ont montré, le gender fatigue, moi, ce qui m'a frappé, c'est que je crois, et on avait au CSEP travaillé sur une roue de la formation, où on avait dit les concepts qu'il faut absolument, on regarde s'ils sont dans les formations, s'ils sont mal compris, paf, on éjecte la formation. Bon, alors évidemment, il y a le sexisme bienveillant, c'est-à-dire cette essentialisation des compétences dont la dame, la personne elle-même a repris les choses, les femmes sont douces, etc. Mais il y a aussi, je crois, par exemple, ils ont parlé d'une prime pour le retour en congé de maternité. C'est pas une prime.
Dire on fait une prime pour le retour de congé de maternité, c'est extrêmement désagréable pour les hommes. C'est pas une prime. C'est-à-dire qu'en retour de congé de maternité, les femmes doivent avoir la moyenne des augmentations générales, individuelles et générales. Donc c'est automatique. Parce que elles ont été chez elles pendant un petit moment et pour autant elles n'ont pas démérité, elles ont fait un enfant. Voilà, il n'y a pas d'injustice là-dedans, alors que le mot prime est très compliqué. De même, les quotas, si on n'explique pas que la cooptation, ce sont des quotas déguisés, des quotas invisibles, où on promeut le frère, la sœur, le grand-père, plutôt qu'une personne compétente. Et si on ne dit pas qu'on utilise la jurisprudence européenne, c'est-à-dire on promet jamais une idiote au détriment d'un bon, mais c'est à compétences comparables, on crée un discours d'acceptabilité de la transformation paritaire. Et donc, c'est un peu tout ça, moi, que je trouve passionnant et qui est fait par Maya, etc. C'est-à-dire travailler sur des outils extrêmement bien expliqués. Et à partir de là, on pourrait mettre des quotas sur toute la cordée des femmes. Et on pourrait peut-être même travailler sur un délit de non-partage des tâches à la maison. Si je peux me permettre, je voudrais juste réagir, parce que je suis entièrement d'accord avec vous sur la nécessaire approche qualitative en complément des quotas. C'est sûr que les quotas ne peuvent pas suffire. Ce que moi j'ai juste constaté chez Veolia, c'est qu'on a commencé par le quali et que ça suffisait pas non plus. Donc effectivement, les approches croisées, elles sont ultra nécessaires. Mais juste pour témoigner de l'écueil aussi que l'on rencontre sur le qualitatif, c'est que quand on essaye, ce qui est notre cas chez Veolia, de travailler avec les hommes pour progresser ensemble, comme ce qui a été évoqué ce matin, ce que je crois profondément, c'est que quand on travaille sur l'amélioration des conditions de travail pour les femmes, de leur carrière, etc., c'est pour le collectif, c'est du bien. Les hommes, visiblement, ne sont majoritairement pas convaincus de ça, ce qui est véritablement un écueil, parce que je vais vous donner un exemple. On a un réseau mixité, pas féminin, il n'a jamais été féminin, il s'est toujours affiché comme étant un réseau mixité, à travers lequel on tente et on pousse les entités à mettre en place des actions concrètes. C'est pas juste de la sensibilisation, il y a de la sensibilisation type OV inconscient, mais pas seulement. Et la difficulté qu'on rencontre, c'est que facialement, on a autant d'hommes que de femmes d'inscrits dans ce réseau. Quand on monte des ateliers de travail communs pour réfléchir à des actions concrètes, les hommes ne sont pas là. Et notre difficulté aujourd'hui, c'est de trouver les clés pour les faire venir, pour travailler avec eux. Parce que là, ça, c'est une forme de résistance. Alors là où on arrive quand même parfois à entamer ça, on a par exemple un programme aussi qu'on veut dire de coaching pour les femmes. Il y en a tellement, des programmes de coaching qu'on n'ose presque plus le dire. Effectivement, c'est une approche individuelle avec les limites que ça comporte. Là où il y a une originalité qui commence à porter ses fruits, c'est que le manager de la femme qui est coachée est embarqué dans le programme. Alors évidemment, c'est toujours quelques personnes à l'échelle d'un grand groupe, c'est pas. Mais le manager, il est convié. Alors je dis le parce qu'il se trouve que majoritairement, c'est encore des hommes, ce qui permet de lui faire prendre conscience que si il est ok pour que sa collaboratrice suive un programme comme ça. C'est pas juste pour qu'elle aille, elle fait son programme et puis quand elle revient, on continue comme avant, parce que globalement c'est quand même ça qui se passe et qui s'est souvent passé, c'est que on accède, on inscrit des femmes dans des programmes de formation, y compris managériales, sauf que quand elles reviennent dans leur entité, si on est dans un environnement qui lui n'évolue pas, elles toutes seules, elles ont du mal à faire bouger les choses quand même. Donc, ce côté collectif, je suis convaincue qu'il est majeur, mais on n'a pas encore trouvé toutes les clés pour l'attaquer. Quelques petits flashs sur les quotas. Par exemple, dans la fonction publique territoriale, on peut s'extraire de l'obligation de quota en versant 9 000 €. Voilà. Dans les collectivités territoriales, il y a une obligation de recrutement de femmes. Ah ben oui, mais non, je peux m'abstraire de la règle. 9 000 €, qu'est-ce que c'est? 90 000? Ah oui. Alors je dirais à mon collègue qu'il n'est pas totalement renseigné.
Dans les ministères, là, c'est dans les collectivités territoriales. Donc c'est peut-être, ils ont peut-être moins d'argent. Enfin, mais ils font autant tourner les cabinets McKinsey. Sur les quotas, enfin, j'ai eu la chance d'aller un jour dans un institut de recherche technologique, un IRT, c'est des objets assez rares, et pour une évaluation. Ils avaient mis en place, et ça démarre très tôt, pour les stages de 3e, dis-nous, on prend un gars, une fille en même temps. Et donc, je valorise chaque fois que j'ai un tweet que je peux faire, je dis, il faut mettre en place au stage tandem, un gars, une fille, soit chez le coiffeur, soit chez le garagiste, mais un gars, une fille. Voilà. Et, bon, c'est pas grand-chose, hein, mais voilà, et après, c'est vrai que si on remonte la chaîne, je n'ai pas d'expérience managériale où l'entreprise ait mis en place des duos de managers, c'est-à-dire des collectifs de travail qui soient co-animés par un homme et une femme, et que la responsabilité managériale soit partagée. C'est pas impossible. Voilà. C'est compliqué. C'est double... Oui, mais voilà, enfin, c'est aussi des choses qu'on peut essayer de regarder, enfin, dans les organisations, parce qu'après, c'est vrai que même dans je veux dire, les meilleurs managers ou dirigeants, là, j'ai une très belle plaquette de Mazars et de l'institut de je sais plus quoi, donc sur l'égalité professionnelle, et donc avec des témoignages de personnes inspirantes. Et donc un PDG d'entreprise qui est bien embarqué dans le dispositif quand même a dit, on fera pas de réunion après 18h parce qu'il faut que les femmes puissent s'occuper des enfants. Là, il reste des choses comme ça, même voilà, c'est surprenant d'ailleurs que ça reste, quoi, voilà, dans ce type de publication, ce qui prouve que bon, voilà, on peut tous balayer un petit peu devant sa porte, quoi. C'est ça qui est plaisant. On a un petit peu de boulot. Mais merci beaucoup. Moi, je voulais commencer par vous remercier beaucoup pour le documentaire, en fait, puisque moi, j'enseigne, dans le cadre de la chaire égalité professionnelle qui est au CNAM, tenue par Frédéric Pigère. Je vais donc tous les ans, plusieurs fois par an, rencontrer des ingénieurs qui sont donc des jeunes, plutôt des hommes, en alternance, et donc on aborde tous ces sujets, et voilà, je suis toujours curieuse de nouveaux dispositifs pour aborder ces questions avec eux, et je pense que si c'est possible d'utiliser le documentaire, ce serait vraiment très, très pratique. Bien que, à mon avis, je suis pas sûre qu'ils verraient tout de suite, pour toutes les interventions, le caractère... nous, ça nous a fait beaucoup rire, mais je pense que eux, ils verraient pas trop là où je veux en venir, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je suis là, en accompagnement donc de la vidéo. Et sinon, la question que je voulais vous poser, c'était, puisqu'on a beaucoup parlé de comment vos enquêtés ont perçu les politiques d'entreprise, en fait, d'une manière générale, on a beaucoup parlé plutôt du niveau des politiques d'entreprise. Est-ce que vos enquêtés vous ont parlé du regard qu'ils peuvent porter sur les politiques publiques? Donc moi, par exemple, j'ai travaillé sur les politiques du temps de travail, sur l'influence que ça pouvait avoir sur la disponibilité temporelle. On peut aussi penser aux politiques familiales ou aussi aux histoires d'imposition. Est-ce qu'ils vous ont parlé de tout ça ou pas du tout? Alors, moi, je pense, en tout cas en France et en Suisse, puisque j'ai fait la majorité des entretiens de ces deux pays, et puis après, je donnerai la parole à Alexandra, qui a fait le Royaume-Uni et la Suède, que déjà, quand ils connaissaient la politique de l'entreprise, c'était déjà bien. C'est-à-dire que tout le monde n'était pas forcément au fait de ce qui se passait. Et je vais vous citer une anecdote. Le monsieur qui nous a fait beaucoup rire, là, qui est joué par un comédien, qui nous dit qu'on n'est pas obéi des bisounours et qu'il est pour l'égalité, mais vous avez bien ri à son intervention. C'était un mentor qu'on a interviewé avec Martine. Donc c'était quelqu'un qui avait pris sous son aile une jeune femme pour essayer de l'aider à faire toutes sortes de choses, à briser le plafond de verre. Et voilà. Et parallèlement à ça, vous avez vu ce qu'ils pensent des politiques de l'entreprise. Donc voilà, pour répondre plus simplement, tous et toutes ne connaissaient pas forcément, plus tous d'ailleurs, ne connaissaient pas la politique de l'entreprise. Et alors les politiques publiques, on n'a pas abordé. Alors c'était pas vraiment notre axe de recherche non plus, mais on l'a jamais évoqué spontanément. Ils l'a jamais évoqué spontanément. Oui, je peux juste confirmer la même chose pour les deux autres pays. D'abord en disant que ce n'était pas au cœur de notre questionnaire, effectivement. Et donc,
venait pas spontanément dans les réponses. Sauf éventuellement l'anecdote d'un Suédois, d'un Français expatrié en Suède, par exemple, qui avait bien vu les avantages du système des dispositifs de garde, notamment pour sa femme qui l'accompagnait. Mais ce type d'avantage, ça, il se rend compte et il voit la différence. Mais sinon, il n'y a pas une réflexion spontanée, ni sur le fait que j'ai fait ma carrière au Royaume-Uni, j'aurais dû peut-être plutôt aller vers un autre pays où ça aurait été plus simple. Donc ça intervient plus de façon indirecte sur la façon dont ils réagissent ou dont ils manient leur carrière et la gestion des temps privés et professionnels compte tenu des dispositifs qui existent. J'avais une question pour Isabelle Régnier sur l'expérimentation que vous avez montrée. C'était extrêmement probant. Et pourtant, ça me questionne un peu méthodologiquement parce que et ça fait écho aussi à ce que Madame a dit sur la nécessité d'expliciter les référentiels de compétences, en l'occurrence. C'est-à-dire que tous ces référentiels de compétences qui fleurissent partout, hein, évidemment, c'est la clé de la GPEC, de tout ce qu'on peut imaginer qui se passe dans les entreprises, pas seulement imaginer d'ailleurs, savoir ce qui se passe dans les entreprises, mais moi je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quand même un effet un peu genré à travers, y compris, tous ces référentiels de compétences? Et quand vous dites à compétence égale, on voit qu'il y a encore de la discrimination à l'embauche, et vous l'avez parfaitement démontré, mais est-ce qu'on est vraiment... à compétence égale, je n'en doute pas, mais est-ce que c'est pas à compétence supérieure du côté des femmes, du fait qu'on aurait sous-évalué une partie des compétences dans les fameux référentiels qui, en matière d'objectivation, comportent peut-être les biais dont vous avez parlé? Ça, c'est pas tellement creusé par la littérature sur les compétences. Vous avez tout à fait raison, c'est pas creusé du tout parce que c'est compliqué de le faire, en tout cas dans les évaluations de concours réels. Là, les deux exemples que je vous ai donnés, c'est de l'expérimentation, hein, c'est-à-dire que tout était contrôlé, le CV est strictement le même, les mots étaient exactement le même, mais c'est un CV qui est artificiel en fait. Hein, voilà, et ce sont pas de vrais candidats. Par contre, les évaluateurs et évaluatrices pensent qu'ils évaluent de vrais CV. Mais voilà, le contexte était strictement identique. On ne peut pas faire ça en situation de concours réel. Et malgré, en effet, les grilles, pourtant souvent quand même très objectives, hein, pour évaluer les candidatures, eh bien, on le sait qu'il y a une part... Alors, pardon, je parle encore d'université parce que c'est ce que je connais, hein, donc forcément, voilà. Mais les grilles, elles ont une part de subjectivité parce que même pour évaluer la qualité de la recherche, on voit bien les débats qui peuvent avoir lieu dans les comités de sélection sur qu'est-ce qu'une recherche de qualité, qu'est-ce qu'une recherche originale, qu'est-ce qui va faire qu'on va privilégier telle publication dans Nature plutôt que telle autre publication aussi dans Nature, alors qu'on est face à des publications dans des revues internationales extrêmement prestigieuses. Et c'est là où les stéréotypes finalement vont venir aider les membres des comités à trancher et bien souvent en effet en faveur des hommes puisque, et là les travaux le montrent également, on a beaucoup plus tendance à remettre en question par exemple l'indépendance et l'autonomie scientifique des femmes, notamment en recherche. C'est-à-dire que lorsqu'on a des CV où il y a chez le candidat comme chez la candidate des publications en premier auteur dans des revues de rang A, eh bien lors de l'audition, lors de l'entretien, malgré pourtant là aussi le fait que normalement on est supposé poser les mêmes questions à tout le monde, c'est pas tout à fait ce qui peut se produire parce que l'objectif en fait de l'audition, c'est aussi quand même de s'assurer que la personne qu'on auditionne et qu'on va potentiellement recruter pour les 30 prochaines années, c'est vraiment la meilleure. Donc parfois on adapte aussi les questions qu'on pose à ce qui se passe dans l'audition. Eh bien, ce que les travaux montrent, c'est que face à une publication en premier auteur dans des revues de rang A, on va demander à la candidate, pourriez-vous nous expliquer quelle a été votre contribution réelle, s'il vous plaît, à cette publication? Alors que cette question-là, on ne va pas la poser à un homme, on va passer à autre chose, on va le féliciter pour son niveau de publication exceptionnel, mais on ne va pas l'interroger sur quelle a été sa contribution exacte. Est-ce qu'il pourrait revenir sur telle hypothèse et les résultats? Quelle interprétation il pourrait en faire autre que celle écrite dans l'article? Ça, non. Alors que pour une femme, si. Voilà. Et donc, c'est pour cette raison que je reviens encore sur les formations, mais je crois qu'on est assez d'accord sur cet aspect qualitatif. Les formations là-dessus sont prépondérantes, y compris pour faire prendre conscience aux jurys qui font pourtant je ne sais pas si on va dire ce métier, parce qu'on retrouve souvent les mêmes personnes dans les jurys, y compris à l'université.
voilà, on pense avoir l'habitude et savoir-faire et d'être très objectif parce que ça fait 20 ans qu'on participe à des jurys. Ça fait 20 ans qu'on reproduit les mêmes biais. Et ça fait 20 ans qu'on ne pose pas tout à fait les mêmes questions aux hommes et aux femmes. Avec quand même une petite évolution, c'est que maintenant, il y a beaucoup de jurys qui imposent la parité. Oui, c'est mais obligatoire. Peu importe. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah non, c'est sûr, ça, c'est établi par la science que ça n'a rien changé. C'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure avec les deux expériences. En fait, le sexe de l'évaluateur ne change absolument rien. Et alors pour le coup, ça c'était des expérimentations. Avec mes collaborateurs, on a publié en 2019 les résultats d'une étude où on a suivi en fait pour le coup des jurys réels en concours réel au CNRS, à la demande d'ailleurs de la gouvernance du CNRS. Donc pendant 2 ans, on a suivi les 40 jurys pour la promotion du statut très prisé au CNRS, qui est directeur et directrice de recherche. En gros, toute discipline confondue aujourd'hui, c'est 29% de femmes directrices au CNRS. Et vous savez que la mission pour la place des femmes au CNRS est très, très investie et met en place depuis des années beaucoup d'actions. Et malgré tout, c'est encore compliqué aujourd'hui. Et donc, on a suivi ces jurys pendant 2 ans et on les a soumis au test des associations implicites, notamment. Donc, vous avez compris qu'ils mesurent la force d'ancrage du stéréotype en mémoire, pas notre accord avec, mais l'automatisme finalement en mémoire. Donc déjà, on a montré que tous les comités, indépendamment de leur discipline, puisque là, les jurys, ça allait de la physique des particules à la philosophie, quoi, en gros. C'était tout le spectre scientifique du CNRS. Donc là, tous les comités montraient le bien implicite qui était bien ancré en mémoire. On les avait interrogés aussi, comme dans l'étude que je vous ai décrite tout à l'heure, sur leur conception de la relation entre sous-représentation des femmes et discrimination de genre. Et comme dans les études que je vous ai décrites tout à l'heure, on s'est retrouvé avec 2 types de comités. Les comités qui, en moyenne, considéraient que aujourd'hui, c'était pas la discrimination de genre qui pouvait expliquer la sous-représentation des femmes au CNRS, et notamment directrices de recherche, d'autres choses, mais pas la discrimination de genre. Et une autre moitié qui nous répondait probablement qu'il y a encore la discrimination de genre, il faut être vigilant. Eh bien, qu'est-ce qu'on a montré ? On a montré qu'en fait, il y avait une interaction entre le degré d'ancrage du stéréotype en mémoire, donc l'automatisme, la force de l'automatisme, et le fait de penser qu'il y avait encore de la discrimination de genre qui pouvait expliquer la sous-représentation. Eh bien, ces comités qui sont dans cette configuration-là, c'est-à-dire qui pensent qu'il y a encore de la discrimination de genre et qu'il faut faire attention, ne sont pas influencés dans leur décision de promotion directeur et directrice de recherche par l'automatisme qu'ils ont pourtant tout autant ancré en mémoire que les autres. En fait, ils contrôlent et leurs décisions sont paritaires, c'est-à-dire qu'ils promeuvent tout autant de femmes que d'hommes, et en tenant compte du vivier, je tiens à le préciser, puisque nos analyses ont tenu compte du vivier, c'est-à-dire du ratio femmes-hommes parmi les candidatures. Donc, on a tenu compte de l'autocensure, évidemment, à ce niveau-là, qui est évidemment importante. En revanche, les comités qui considèrent qu'il n'y a plus de discrimination de genre, en tout cas, ce n'est pas ça qui explique la sous-représentation des femmes aujourd'hui, eh bien, eux se laissent influencer, et là encore, indépendamment de la composition genrée du comité, d'accord ? Donc, indépendamment vraiment du ratio femmes-hommes dans les comités, eh bien, ces comités-là se laissent influencer dans leurs décisions de promotion directeur et directrice de recherche par la force d'ancrage du stéréotype en mémoire. À savoir, plus le biais implicite est élevé et moins on va promouvoir de femmes par rapport à ce qu'ils auraient dû faire compte tenu du vivier. Et ça, c'est jury réel. Voilà, CNRS. Je voulais juste dire, tout à fait dans votre sens, Nathalie Loiseau, quand elle était directrice de l'ENA, a fait une étude sur le nombre de questions qui étaient posées aux femmes et aux hommes lors du grand oral. Ils se sont rendus compte qu'en moyenne, les femmes répondaient à 15 questions et les garçons à 8 questions. Du coup, c'était beaucoup plus difficile d'avoir les bonnes réponses à chaque fois et il y avait plus de prise de risque du côté des filles parce que les filles, bonnes élèves, veulent répondre rapidement et les garçons, quand ils tiennent une question sur laquelle ils savent quelque chose, la tiennent longtemps. Donc, on s'est rendu compte de ça et la décision a été de poser exactement le même nombre de questions aux filles et aux garçons. Et donc, ma question est la suivante. On a les biais, donc on les visualise en comptant, en objectivant quelque chose qui permet de les compter. Ensuite, on forme, mais est-ce qu'il ne faut pas, au-delà de la formation, créer justement des outils beaucoup plus rigides, qui est par exemple le même nombre de questions, ou par exemple le même nombre de références sur un référentiel métier, ou par exemple le fait de prendre... C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas obligé, en quelque sorte, pour lutter contre ça, de ne pas se contenter de la formation et de la sensibilisation, mais de mettre des garde-fous outils?
Complètement d'accord, mais les deux sont essentiels et complémentaires en fait. C'est-à-dire que sans la formation, on pourra bien standardiser tous les outils qu'on veut. Si on n'explique pas comment les outils peuvent être aussi détournés, interprétés différemment, justement du fait de l'ancrage en mémoire des stéréotypes, on retombera dans les mêmes biais. Et il y a un point qu'on n'a pas trop abordé aujourd'hui, et pourtant qui a été soulevé tout à l'heure, y compris dans le documentaire, ce sont finalement les hommes qui, dans leur comportement également, s'ils ne collent pas aux attentes prescrites par les stéréotypes de genre, peuvent être mal évalués également. Il y a beaucoup de travaux sur le sujet, c'est l'effet backlash. Et là aussi, pour les auditions, par exemple, il y a des travaux qui montrent que des hommes qui ne se montreraient pas suffisamment assertifs lors d'une audition vont être évalués moins compétents qu'à CV identique, d'autres hommes qui vont se montrer très assertifs. Donc, ne pas se conformer aux attentes prescrites par les stéréotypes de genre peut conduire à des évaluations plus négatives aussi chez les hommes. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Cela dit, l'effet backlash à l'encontre des femmes qui se montrent, elles, assertives existe aussi. C'est-à-dire que, malheureusement, quand une femme adopte des comportements masculins, eh bien, elle va être considérée comme un petit peu agressive. Hein. Oula, ça va être compliqué de travailler avec elle. Hein. Pourtant... Personne. Oui, non, c'est parce que je voulais juste répondre tout à l'heure. En fait, la plupart des salariés ne connaissent pas les politiques publiques. Dans la majorité des cas. Et s'ils connaissent ce qui se passe dans leur entreprise, en effet, on est sur une évolution, une bonne positive. Mais c'est assez incroyable. Et encore une fois, par exemple, nous, on est 7 salariés. Et je pense que sur les 7 salariés qui travaillent sur ces sujets, il y en a 5 qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas leur fiche de paye, par exemple. Donc il y a beaucoup de communication à faire là-dessus. Je voulais revenir sur une chose pour vous parler d'une enquête qu'on a menée avec la conférence des grandes écoles l'année dernière sur justement les stéréotypes de genre des étudiants et étudiantes des grandes écoles sur la question des compétences notamment. Enfin, on a posé beaucoup de questions sur les compétences. Et il y a une des questions qui me semblait vraiment... deux réponses qui me semblaient très intéressantes. Et donc, à la FMD, on est en train de travailler avec pas des grandes écoles, des établissements d'enseignement supérieur sur cette question-là. C'est que, parce que très souvent, je ne sais pas si c'est ce que vous entendez, mais on attend beaucoup des jeunes. En tout cas, moi, j'attends beaucoup des jeunes. Non, pas vous. On espère beaucoup des jeunes. On se dit, ils vont venir, ils vont révolutionner le monde du travail. Et donc, on s'est dit, mais génial. Alors, on va vérifier 2-3 trucs avant qu'ils arrivent en entreprise. Et donc, une des premières questions qu'on leur a posées, c'était de leur demander si, selon eux, les hommes et les femmes avaient les mêmes compétences et qualités professionnelles. Donc c'était une quarantaine d'écoles, à peu près 5000 étudiants, mais 3000 réponses exploitables. Et on leur a demandé donc cette question-là, il fallait répondre par oui ou par non, et 82% disaient bah oui. 82% on se dit bon, c'était bien, c'est pas mal comme chiffre. Et quelques questions après, on leur a donné des compétences. Et on leur a dit, mais est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, si ces compétences sont masculines, féminines ou les deux? Donc en se disant que 82% allaient mettre les deux. Et en réalité, 60% n'ont pas mis les deux. Et donc 60% ont dit, les hommes ont des compétences de gestion de stress, d'autorité, et les femmes ont des compétences d'empathie et d'écoute. Ce qui est quand même incroyable après toute cette communication depuis 10 ans, 15 ans qu'on fait sur ce sujet-là. Et donc, vraiment, j'essaye, ou en tout cas on essaye, de travailler avec des enseignants et des enseignantes sur ces questions-là pour dire, faut leur montrer au fur et à mesure de l'enseignement, de leur parcours, que en fait, ils ont les mêmes compétences. Il ne faut pas rester sur cette situation-là. Parce que plus tard, dans les questions, en fait, on se rend compte que le fait de sentir que les femmes ou les hommes avaient des compétences différentes impactait évidemment et le choix de leur spécialisation et donc ensuite le choix des métiers. Et donc, on va être dans la même discussion dans 20 ans, en fait. Donc, l'idée, c'est de changer ça. Donc, j'aimerais bien qu'on trouve une solution. Essayons de trouver une solution ensemble, s'il vous plaît. Et je fais une mini parenthèse parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est les solutions. Donc, je sais que Brigitte a commencé à dire oui, mais du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas faire ceci, cela? Alors,
je remarque quelque chose de vraiment intéressant. Depuis 1 an à peu près, il y a beaucoup d'entreprises qui réfléchissent à des solutions en faisant un pas de côté, en sortant de ce qu'ils voient en entreprise. Ils disent on va sortir de l'entreprise, on va chercher autre chose. Et en ce moment, justement sur la question du sexisme, on est en train de réfléchir à un dispositif de nudge. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce type de dispositif, la mise en place de ce type de dispositif pour justement changer doucement les comportements sexistes des hommes et des femmes, même si, encore une fois, dans le baromètre, il y avait plutôt des hommes qui avaient des comportements sexistes, au travail. Et donc, voilà, il y a vraiment ce genre de choses-là, de l'utilisation de la dystopie, énormément. Montrer ce qu'il y a de pire qui peut arriver pour changer la situation actuelle. Parce qu'on se rend compte que la situation qu'il y a de pire, elle ressemble beaucoup à la situation actuelle. Donc, c'est assez intéressant sur ces idées de trouver des solutions. Voilà. Oui, merci pour votre remarque, parce qu'elle me fait revenir sur un des points du documentaire que j'ai trouvé remarquable. Il y a un passage qui m'a rappelé ce que j'ai vu donc sur le terrain donc des femmes dirigeantes, qui est tout le monde a beaucoup ri au rapport McKinsey, qui montre qu'il y a une corrélation entre performance et diversité. De là, s'en est suivi finalement dans tous les réseaux féminins un discours qui est transversal, qui est toujours le même, et qu'on entend ici, qui est que oui, il faut des femmes, il faut nommer des femmes dirigeantes parce qu'elles ont des qualités différentes, et donc elles vont diriger les entreprises différemment, et elles vont sauver le monde. Parce qu'elles n'ont pas d'enjeu de pouvoir, elles œuvrent pour le bien commun, etc. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à ce que vous disiez, c'est que la solution, finalement, il y a une solution qui est trouvée à l'idée qu'il faut de l'égalité, mais cette solution, elle fabrique exactement l'inverse, c'est qu'elle fait rentrer encore plus dans les représentations, et je pense que les grandes écoles sont particulièrement touchées par ces discours provenant de McKinsey et autres, oui, il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes. Et c'est... Voilà, je voulais juste... Et juste une remarque, alors juste pour confirmer, effectivement, les salariés, ils connaissent pas tous leurs droits, loin de là, et ça paraît fou, mais les jeunes femmes qui rentrent de congé maternité, elles vont pas demander, enfin, certaines oui, mais elles vont pas nécessairement vérifier sur leur bulletin de salaire qu'elles ont bénéficié de l'augmentation générale des salaires de l'année précédente, parce qu'elles savent juste pas que c'est réglementaire. Donc c'est vrai que c'est étonnant, mais je le constate souvent. Et par ailleurs, alors j'ai une question peut-être naïve, mais le fameux rapport McKinsey, est-ce que vous l'avez lu? Oui, d'accord. Alors, je vais vous dire pourquoi je vous pose la question. Il se trouve qu'en travaillant sur ces questions-là, il m'a été dit que ce rapport n'existerait pas. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais cherché à l'avoir. Voilà. Vous l'avez lu, d'accord, ok. Donc, moi, ne l'ayant pas lu, et comme j'ai entendu dire ça, je me permettais de poser la question quand même. Ok, d'accord. Ouais. D'accord, il y a des mises à jour. Ok, d'accord. Il est plein de biais, voilà. Mais il me semble qu'au-delà de ce qui a été dit sur ces questions de performance, de plus grande performance à travers la diversité, ce qui reste effectivement ancré dans les entreprises, on s'appuie aussi sur cet argument, bien sûr, pour promouvoir non seulement la mixité, mais d'autres formes de diversité. Moi, j'ai le sentiment qu'avec le travail qui a été fait ces dernières années, il y a quand même des choses qui ont commencé à changer. Alors, je ne vais pas être super positif parce qu'on voit bien on bute encore sur pas mal de choses, mais il me semble que aujourd'hui, en fait, on a moins besoin d'aller chercher l'argument. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a encore quelques années, il fallait qu'on argumente pour dire pourquoi il fallait que y ait plus de femmes dans le management, etc. Aujourd'hui, on est passé à une étape différente, de dire comment on fait pour y arriver, parce que visiblement, malgré ces arguments-là, qui devraient presque suffire sur la question de la performance, en fait, là aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque.
Et que les signes positifs, c'est peut-être que justement, on est vraiment en train de se poser les questions que Maya posait. Tout à fait d'accord sur ce sujet-là. Il y a eu toute une partie de la vie des politiques diversité où il fallait les justifier. Et donc, les rapports McKinsey, parce que McKinsey, c'est McKinsey, étaient vraiment utiles et utilisés par les responsables diversité pour déjà justifier leur poste, non, c'est vrai, et pour justifier les budgets déployés pour les actions. Et je suis assez d'accord sur le fait que depuis quelques années, il y a une sorte d'accalmie. On ne se pose plus la question diversité et performance, quel est le lien. Voilà, je suis d'accord avec toi. À la fois quelque chose de rassurant. Hein, c'est je crois dans la dernière enquête APEC ou celle de l'année dernière, parce qu'il y en a toujours une qui est faite à l'occasion du 8 mars. Et c'est pas mal qu'une institution paritaire qui est censée porter la voix à la fois des patrons et des syndicats se préoccupe de cela. Il y avait une étude qui déposait la question par rapport au cadre qui avait un manager homme ou un manager femme, de donner un avis sur une dizaine de dimensions de l'agir managérial. Et en gros, ça ne révélait pas beaucoup de différences d'appréciation positive qu'on ait un manager homme ou un manager femme sur le fait que ces dimensions de l'agir professionnel étaient bien mises en place. Voilà, donc c'est plutôt rassurant. Mais dans la période, j'ai vu, vous l'avez vu aussi, l'étude qui a été sortie par des chercheurs de chez Schema sur l'Observatoire du CAC 40 et le fait que la non-diversité se renforce très fortement dans un certain nombre d'entreprises du point de vue des femmes cadres dans tout ce qui est L'Oréal, etc. Enfin, le nombre de femmes cadres est de plus en plus important. Avec une vitesse de croissance beaucoup plus supérieure aux entreprises dites industrielles comme Airbus, les automobilistes, où la croissance du nombre de femmes cadres est extrêmement faible. Hein, il y a un écart qui continue, donc il y a une forme de, je ne sais pas si on peut appeler ça de stéréotype ou d'effet, voilà, je ne sais pas comment le contrer, hein, comment les entreprises qui ont plus de 60% de femmes dans leur encadrement travaillent le sujet de la mixité. Voilà. Donc, je ferai, je pense, en interne une enquête. Je pense qu'il y a une question de secteur d'activité, parce que on est confronté effectivement dans le monde industriel dans lequel on est. Comment on travaille le sujet à l'inverse ? Au déficit de candidature, c'est-à-dire que c'est complexe parfois de trouver simplement d'avoir les candidatures féminines sur des postes dans des métiers très techniques et technologiques, puisqu'on sait que les filles vont moins dans ces écoles-là après le bac. Et donc, le visier n'est pas forcément là. Il y a 2 interventions là, Isabelle, et ensuite Brigitte Grézy. Je voudrais juste rebondir rapidement sur 2 éléments que vous avez évoqués tout à l'heure. Les jeunes, effectivement, alors leur importance est évidemment cruciale pour lutter contre tous ces stéréotypes. Et je voudrais jumeler ma réponse avec votre intervention tout à l'heure, c'est une approche systémique. Je pense qu'il y a quand même encore 2 problèmes aujourd'hui, même si on a fait beaucoup d'avancées. Je vous rejoins, évidemment, je ne peux être que d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a un vrai manque aujourd'hui. C'est que toutes les formations qui peuvent exister ne sont pas du tout systématiques. Donc, on fait encore aujourd'hui du saupoudrage. Et d'ailleurs, vous venez de l'évoquer aussi à l'instant. Finalement, tout le monde n'en est pas au même niveau, même point. Donc, ça serait quand même intéressant de standardiser un petit peu tout ça. Mais standardiser, ça ne veut pas dire uniformiser. Il faut tenir compte des spécificités des entreprises, des universités, des écoles, de tous les secteurs. Mais quand même, standardiser en tout cas la forme des formations. Puisqu'on sait aujourd'hui sous quelle forme elles vont être efficaces. Donc, appuyons-nous sur ces résultats-là. Et puis, formons les jeunes. Tout ça s'acquiert très tôt, ces automatismes. Ils s'acquièrent très, très tôt. Dès l'âge de 4-5 ans, les enfants sont capables de dire que tel jouet, c'est pour les filles, tel autre pour les garçons, que telle profession, c'est pour les femmes et telle autre profession, c'est pour les hommes. Ça va très, très vite, tout ça. Donc, ça se construit très tôt. Et donc, il faut intervenir à l'école et former nos professeurs des écoles, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, même s'il y a des heures obligatoires maintenant, notamment à l'INSPE. Il y a 18 heures sur l'égalité filles-garçons, sauf qu'on n'a absolument pas la maîtrise sur le contenu de ce qui est fait dans ces 18 heures-là, et on en sait d'ailleurs très pertinemment aujourd'hui, et je prends aucun risque à vous redire ça, qu'il n'y a aucune INSPE qui fait exactement la même chose. Et il n'y a pas du tout les mêmes compétences au sein de chaque INSPE pour justement développer le contenu et le format de ces formations.
On a une autoroute ici. L'action, elle est là et c'est maintenant que ça se passe. Donc, on a du travail ici pour éduquer les jeunes et éduquer ceux qui les éduquent. C'est une de nos propositions pour les présidentielles. Alors moi, c'était simplement une anecdote qui illustre juste ce que vous venez de dire. Je venais chercher mon fils à la halte garderie, il avait 2 ans, et l'éducatrice spécialisée vient me voir en me disant « j'ai à vous parler ». Elle me regarde d'un air très sérieux, droit dans les yeux, et elle me dit « votre fils joue avec le fer à repasser ». Et ça, c'était pour elle le signe qu'il y avait vraiment un problème. Donc je lui ai dit « c'est normal, à la maison, c'est mon mari qui fait le repassage », et là, tout allait bien. Il fallait que ce soit effectivement quelque chose qui soit fléché masculin. Ça m'a sidérée. De la part d'une éducatrice, quand même. Voilà, non, ce que je voulais dire, c'est sur la notion de performance. Aujourd'hui, chaque fois qu'on va dans des réseaux de femmes ou des choses comme ça, toutes disent que la mixité entraîne la performance, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la justification, prenez des femmes parce que c'est bon pour l'entreprise, elle demeure. C'est-à-dire le business case, l'égalité comme business case, ça demeure encore. Et je trouve que l'enjeu, justement, c'est d'arriver à dire... Alors, bon, c'est vrai qu'il y a eu des analyses, des méta-analyses qui ont montré que finalement, l'effet de pourcentage était très, très minime. Mais je pense que justement, ce qu'on a à voir aujourd'hui, c'est comment la parité est révolutionnaire dans une entreprise. Comment c'est un espèce de... ça permet d'intégrer dans l'égalité un levain de transformation de tous les process. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on transforme les fiches de poste, on regarde le vocabulaire des fiches de poste, agentic, communal, etc. On regarde les Big Five, on voit tous les biais de l'intelligence artificielle. On regarde les recrutements, on regarde la communication institutionnelle dans l'entreprise où évidemment il y a très peu de visuels d'hommes, de femmes et beaucoup de visuels d'hommes. C'est-à-dire qu'en fait, les quotas ou les objectifs chiffrés entraînent des tas de transformations des process. Et si ça modifie les conditions de travail, l'organisation du temps, sinon les femmes n'y arriveront pas. Donc c'est ça, je trouve, qui est intéressant, c'est-à-dire que l'égalité, c'est pas forcément bon pour les affaires. Enfin, c'est bon pour les affaires, mais ça, on s'en fiche un peu parce que sinon, les femmes vont devoir montrer leur valeur ajoutée. Et ça, c'est épouvantable. Mais surtout, c'est un ferment de transformation profonde des organisations vers plus de démocratie, plus d'équilibre des temps de vie et donc, in fine, plus de performance. Mais le lien, il est par là. Il est par l'innovation et la transformation. Il n'est pas direct, je mets une femme, paf. Mais tout à fait. Ah, plus fort d'un seul coup. Mais je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de ça, je détourne la conversation en disant que ce qui fait que ces entreprises, elles y arrivent, c'est parce que comme les gens sont différents, mais différents pas parce qu'ils sont noirs, femmes ou LGBT, différents parce qu'ils ont un vécu différent, ils ont des fonctions différentes, etc. Il y a la possibilité d'être en désaccord et il faut pouvoir s'exprimer sur ce désaccord quand on est dans une réunion pour pouvoir, comme je sais pas, pardon, je commence à être fatiguée vendredi soir, mais pour pouvoir faire avancer la discussion, parce que le vrai sujet, c'est ça, c'est qu'en réunion, on continue à dire les mêmes choses et à être tous d'accord, alors que si on a des gens qui sont là, moi je sais parce que ça arrive beaucoup dans mon équipe, où on passe 2 heures parce qu'en fait on n'est pas d'accord, mais à la fin, le contenu de ce qu'on a travaillé pendant 2 heures, il est vachement meilleur que si au bout de 5 minutes tout le monde avait dit « ouais, on est d'accord avec toi Maya ». Ça n'a rien à voir, quoi. Et c'est ça la démocratie, c'est ça, il faut remettre la démocratie au sein de l'entreprise. Je suis d'accord. Bien, c'est une jolie phrase de conclusion. Ah non, il va falloir faire mieux alors. Hein. Si Jean Auroux revenait 40 ans après, peut-être qu'il nous dirait le droit d'expression et l'obligation d'expression devraient être centrés sur les questions de mixité et de parité. Voilà. Parce que c'est cette année qu'on fête les 40 ans. Alors, quand même, sur les formations et l'obligation, quand même, la dimension de la transition écologique vient quand même d'avoir, avec le rapport Jouzel tout récent, une obligation de formation et 6 crédits ECTS sur les enjeux de la transition écologique. Alors je pense que c'est pas pour demain qu'on ait les 6 ECTS obligatoires sur la transition démographique et la parité dans la société, mais ça pourrait être un bon, avec un programme bâti par un collège ad hoc. Merci beaucoup. On vous remercie vraiment d'être intervenu.